découverte des Amériques par Christophe Colomb, mais c'est aussi l'année de l'expulsion des Juifs. Non, c'est pas un polar. C'est pas un polar du tout. C'est un livre qui s'inscrit dans l'histoire-mémoire. Oui, encore que moi je n'emploierais pas l'expression d'histoire-mémoire parce que justement, l'histoire, c'est pas la mémoire. Je fais partie de ceux, bon, je trouve que je suis très impliqué là-dedans puisque je travaille depuis très longtemps pour la revue L'Histoire. Et donc, c'est une revue qui est au cœur de tous les débats sur l'histoire et la mémoire. Et on fait partie de ceux qui, justement, enfin, je ne suis pas historien d'information, mais eux le sont, ceux à qui je travaille, qui disent tout le temps l'histoire c'est une chose, la mémoire c'est autre chose. Aujourd'hui, cette confusion entre les deux est très préjudiciable aux deux, et notamment à l'histoire dite savante. Parce qu'il y a une légitimité à la mémoire historique. Mais cette mémoire historique, elle est le fait des associations, des groupes de pression, parfois. Elle est légitime, parce qu'elle se comprend, et elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Mais elle ne doit surtout pas interférer avec la manière d'écrire l'histoire. Ça n'a rien à voir. Ça doit être totalement distingué, parce que sinon, tout est faussé. Donc, on freine là-dessus. Je voulais dire aussi que notre débat et son intitulé sont d'une grande actualité. Parce qu'il y a une polémique qui a éclaté hier, qui est très intéressante à suivre, qui oppose un historien et un romancier, justement. Donc c'est vraiment le cœur de la chose. L'historien, c'est un Américain, Robert Paxton, très connu en France depuis 30 ans parce qu'il a fait le livre sur la France de Vichy, qui a bousculé énormément l'historiographie à juste titre. L'écrivain, c'est Éric Vuillard, prix Goncourt il y a 2 ans, pour l'ordre du jour. Or, il se trouve que l'ordre du jour est paru en anglais ces jours-ci, et la New York Times Review of Books a confié la recension du livre à Robert Paxton, dont je disais en avis. Mais bon, il aurait fallu le confier à un critique littéraire, le confier à un historien. Et Paxton a écrit une exécution de ce livre, c'est un éreintement disant ce livre est bourré d'erreurs, et surtout sur sa thèse. Sa thèse, c'est Vuillard essaie d'expliquer que le nazisme a eu comme premier soutien les grandes industries, les grands banquiers, le grand capital allemand à l'époque, mais il oublie que la plupart des entreprises ont collaboré, etc. Il réagit en historien, mais il le fait avec une telle violence, c'est qu'il ne voit pas, justement, que l'ordre du jour est un récit, c'est-à-dire une fiction appuyée sur l'histoire, mais n'a aucune prétention historique, aucune, même si elle donne une version de l'histoire qui est intéressante, qui est originale. Ce n'est pas un travail d'historien, ce n'est pas de la recherche. Ce que fait Éric Vuillard est très intéressant. Vuillard écrit des récits avec une mise en scène, avec des moyens techniques qui relèvent de la fiction, mais appuyés toujours sur une très forte densité historique. Et donc, Vuillard lui répond en gros ce que je suis en train de vous dire, mais d'une manière aussi franche et aussi directe que Paxton a cru bon le faire. Donc, cette polémique s'éclaire parfaitement, et si ça vous intéresse, et si vous lisez l'anglais, je vous suggère de lire le tweet que j'ai envoyé hier soir, parce que sur ce tweet, qui fait 3 lignes, 140 lignes, il y a les 2 liens avec les 2 articles de la New York Review of Books. Donc, vous aurez directement des articles et textes en anglais, celui qui attaque et celui qui répond. Bien sûr que c'est un débat très intéressant. On peut passer peut-être la parole à Didier Le Fur avant de parler de son livre, mais il est certain qu'un historien de qualité aurait éreinté les 3 mousquetaires chez Alexandre Dumas. Et beaucoup d'autres, je veux dire. Tout, c'est logique, puisque de toute façon, ces romanciers font une synthèse d'un livre qui est peut-être déjà une synthèse d'une période d'une époque. Et en plus, ils se permettent, soit par des histoires de correspondance, ou qui peuvent être des choses comme ça, de romancer, en plus de trouver un intime. Les intimes, la plupart du temps, on va le trouver quand il s'agit de personnages, et quand il s'agit de structurer un récit, Dumas, par exemple, le mousquetaire, le récit officiel, lui va chercher un héros qui va fabriquer des pièces et qui va à qui va donner.
Ça ira mieux là. Et tu vas construire un héros de toute pièce, et c'est à ce héros qu'il va donner toute la responsabilité historique. N'importe quel historien du XVIIe, regardant ça, va pousser des hauts cris. N'importe quel amateur de littérature sera très heureux. Il faut savoir faire une division entre un texte et l'histoire et les héros. Et sur la distinction faite par Périssoli, qui est très juste à mon humble avis, entre le devoir d'histoire et le devoir de mémoire. Là, c'est une grande question. C'est très à la mode aujourd'hui sur l'idée que la mémoire divise, ou les mémoires divisent, et que l'historien rassemble. J'avoue que je suis un peu dubitatif par rapport à ça, parce que ce serait bien si l'historien rassemblait, s'il avait aucune opinion politique, et s'il n'avait pas d'engagement. Or, le problème, c'est que consciemment ou inconsciemment, l'historien a toujours un engagement. Et que selon le sujet qu'il prend, qu'il va traiter, la manière dont on va aussi, son éditeur, le volume le temps, si c'est un diplôme universitaire, les gens qui sont autour, il y a toujours une influence, consciente ou inconsciente de tout ça, et c'est très très compliqué. D'autre part, il y a des mémoires qui sont intéressantes et que l'historien va oublier, et que ces mémoires, parce que justement elles ne sont pas intéressantes dans un ordre d'idée, on a une image, une période, et bien 2, 3 siècles plus tard, ou 2, 3 décennies plus tard, vont se ressurgir et vont proposer autre chose. D'où cette écriture constante de l'histoire et cette mouvance toujours aussi des idées. Tout simplement parce qu'on fait consciemment à la pas, et c'était là où les Fèvre et Locke étaient intéressants, c'est-à-dire qu'en gros, c'est faire l'histoire avec partir des sujets d'aujourd'hui et d'essayer de voir si dans le passé, il y a eu une chose et comment eux avaient réagi, et non pas faire une sorte d'histoire prophétique comme on l'a fait souvent, c'est-à-dire grosso modo, il y a un événement aujourd'hui et on va chercher dans l'histoire la légitimité et essayer de construire un fil conducteur. Bien sûr, un exemple